Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Merci de choisir la 7, installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous parlerons politique, des remaniements ont été faits au sein du gouvernement togolais. En fin de semaine dernière, les nouveaux préposés ont officiellement pris fonction. Nous ferons le point dans cette édition avec quelques précisions. Nous parlerons également propriété intellectuelle, elle se révèle être un outil de plus en plus important pour les entreprises dans un contexte de forte compétitivité, ceci afin de mieux lutter contre la concurrence déloyale, des précisions également à suivre. Au-delà de nos frontières, la junte militaire au Niger a dénoncé un accord militaire signé avec le Bénin depuis le 11 juillet 2022. Une décision justifiée par la position prise par le Bénin qui s'est jusque-là montré favorable à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Nous en parlerons. Puis en Libye, le bilan ne cesse de s'alourdir après le passage de la tempête Daniel le dimanche dernier. L'est du pays a été dévasté par d'importantes inondations. Plus de 3800 personnes sont décédées selon le dernier bilan rendu officiel par le ministère de l'Intérieur du pays. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Sujet politique à l'entame de cette édition du secrétariat général du gouvernement aux différents ministères qui ont été sujets de remaniement en fin de semaine dernière. Les nouveaux ont pris fonction. Jusqu'à ce 12 septembre, le gouvernement Victoire Toméga Dogbe a un nouveau visage. Le point avec Kofi Kligé. Le gouvernement Toméga Dogbe a un nouveau visage depuis le 12 septembre. Remanié le 9 septembre dernier, les cérémonies de passation de service ont commencé depuis lors. Ainsi, le ministre secrétaire général du gouvernement Kanka Malik Nachaba a passé le témoin au ministre Christian Eninam Trimois des droits de l'homme, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Calixte Batossi Madjoulba prend désormais les rênes du ministère en remplacement du général Yark Damhan qui va faire valoir ses compétences au ministère de l'eau en remplacement de Thiem Bolidja qui quant à lui est appelé à d'autres fonctions. Au ministère du Commerce, même scénario avec Adedje qui a laissé sa place à Kaimi Vedor qui à son tour a quitté le ministère de la Promotion de l'Investissement en faveur de Manuela Modupe Santos. Kodjo Adedje s'occupera désormais de l'urbanisme et de l'habitat en remplacement de Kofi Tcholenyanou appelé à d'autres fonctions. Le ministre d'État Payado Aboupessi, appelé à faire valoir ses compétences ailleurs, a cédé sa place au préfet d'Agoué, le colonel Awateho Dabalo. Akoda Ayewadan a fait place libre au désormais ex-maire Yawa Florence Kuigan au ministère de la Communication et des Médias. Au nouveau ministère de l'Accès universel aux soins, le ministre Jean-Marie Kofi Ewonoule a pris ses marques avec son nouveau cahier de charges. Notons que depuis octobre 2020, c'est la première fois que le gouvernement Toméga Dogbe connaît un remaniement. Le général Yark Damhan et Kodjo Sevon Tepe Adedje sont désormais faits ministres d'État. La propriété intellectuelle se révèle comme une nécessité pour les entreprises et pourquoi? Simplement parce qu'elle renforce leur compétitivité et leur permet de mieux lutter contre la concurrence déloyale. Elle permet également aux pays africains de relever les défis qui incombent à l'économie de chaque État. Les détails de Promise Bomebe, commentés par Kofi Kligé. La compétitivité est la capacité des entreprises à faire face à la concurrence effective ou potentielle. Elle fait de la propriété intellectuelle un enjeu crucial pour les entreprises et leur permet de protéger leurs inventions, marques, dessins et modèles industriels vis-à-vis de la concurrence. Les entreprises africaines doivent aussi intégrer la propriété intellectuelle dans leur stratégie en vue de conquérir de nouveaux marchés sur le continent africain. Face aux défis de développement des économies, les États, la société civile et les partenaires en développement ont eux aussi la responsabilité d'analyser et d'envisager des politiques, stratégies et pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie, histoire de trouver des solutions adaptées. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, exigeant aux entreprises une concurrence dans la conquête des marchés, les droits de propriété intellectuelle doivent être un réflexe de tout entrepreneur pour garantir le développement des entreprises et par ricochet des pays. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI
Célébrant la 24e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, le Togo, pour son compte, veut sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les opérateurs économiques et les investisseurs potentiels sur le rôle de la propriété intellectuelle dans le développement des entreprises. Membre du Commonwealth depuis 2022, le Togo bénéficie d'aides supplémentaires de la part de cette organisation. Dans ce contexte, l'institution a récemment proposé au pays 32 bourses pour ses étudiants comptant pour l'année 2024. On retrouve les précisions dans ce reportage. Il est signé Harold Messan-Atto. Parmi les aides apportées par le Commonwealth au Togo, on peut retenir les bourses offertes par la communauté aux étudiants du pays. Il existe plusieurs bourses du Commonwealth disponibles pour les étudiants du Togo. Tout d'abord, la bourse Chevening, un programme de bourse d'études du gouvernement britannique financé par le Foreign, Commonwealth and Development Office et des organisations partenaires qui offrent la possibilité d'étudier au Royaume-Uni pendant 1 an pour obtenir une maîtrise entièrement financière. Et ensuite, les bourses du Commonwealth destinées aux candidats des pays les moins avancés et à revenus intermédiaires inférieurs. Ces bourses offrent la possibilité d'étudier à distance pour une maîtrise. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Togo, la commission de bourses du Commonwealth met à disposition du pays 32 bourses d'études pour les grades de master et doctorat dans les universités au Royaume-Uni pour l'année 2024. Les thématiques concernées par ces dernières sont sciences et technologies pour le développement, renforcement du système et des capacités sanitaires, promotion de la prospérité, renforcement de la paix, la sécurité et la gouvernance, renforcement de la résilience et la réponse aux crises, accès, inclusion et opportunités. Pour rappel, le Togo rejoint le Commonwealth le 25 juin 2022 et devient le 56e pays du monde et le 3e pays d'Afrique de l'Ouest, membre de la communauté. Cette adhésion représente une opportunité significative dans plusieurs domaines. Tout d'abord, le Commonwealth est un marché de consommation de 2 milliards de personnes. Ensuite, cette adhésion permet au Togo de bénéficier du Fonds du Commonwealth pour la coopération technique, CFTC, qui joue un rôle significatif dans le développement économique et social des membres. Et enfin, les avantages diplomatiques, commerciaux et linguistiques sont nombreux. Selon le rapport de 2020 publié par l'ITIE Togo, l'initiative pour la transparence des industries extractives, la part de l'État dans le capital social des sociétés Scan Togo et Granu Togo est passée de 10% à 1%, ce qui n'est pas conforme au code minier en vigueur dans le pays. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation? Des éléments de réponse dans ce reportage avec Nadège Arlidia. Selon le code minier en vigueur au Togo, le gouvernement prend une participation non payante de 10% du capital social des sociétés d'exploitation. Cependant, cette disposition exempte les activités artisanales. Cette participation représente un apport en nature constitué par le gisement, quelles que soient ses dimensions. Article 56 du Code minier. Dans son rapport exercice 2020, publié en juin, l'initiative pour la transparence des industries extractives l'ITIE met en exergue des anomalies, je cite, « Bien que la Direction générale des mines et de la géologie ait déclaré une participation de l'État de 10% dans le capital de Scan Togo, la dite société a déclaré que l'État ne dispose qu'en % de son capital, même son de cloche chez Granu Togo. Selon le rapport de l'ITIE, il est constaté que les informations transmises à la Direction générale des mines et de la géologie contiennent des incohérences. Ces chiffres anormaux sont des informations transmises à l'ITIE par les deux sociétés en question. Traduisant une situation de non-transparence, des interrogations s'émettent. Ces interrogations remettent en question la gestion de la Direction générale des mines et de la géologie. Elles dénoncent également un manque de suivi de la part de l'État vis-à-vis de cette dernière. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives à la quête d'explications a appelé la direction à plus de rigueur quant au suivi de la participation de l'État dans les sociétés minières. L'initiative recommande également que des inventaires réguliers des portefeuilles de l'État s'opèrent pour garantir des données officielles et un suivi des dividendes transparents. Mais pour le moment, il n'y a pas encore d'explication officielle sur l'affaire. Sur 10%, le pays perçoit donc 1% du capital social des sociétés Scan Togo et Granu Togo chacune, pendant que celles-ci bénéficient de plusieurs avantages douaniers et fiscaux et réalisent d'importants chiffres d'affaires.
Au-delà de nos frontières, les militaires au pouvoir au Niger ont affirmé mardi soir dénoncer un accord de coopération militaire conclu en 2022 avec le Bénin voisin qu'ils accusent d'envisager une agression contre le pays. C'est dans un communiqué lu à la télévision nationale que le régime militaire de Niamey a indiqué avoir appelé à plusieurs reprises au respect des obligations de cet accord signé le 11 juillet 2022 avec le Bénin qu'ils ont décidé finalement de dénoncer. Arrivé au pouvoir au Niger par un coup d'État le 26 juillet dernier, les militaires affirment que le Bénin a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. La République du Bénin a autorisé le stationnement des militaires mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Niger. C'est ce qu'ont affirmé les militaires mardi tout en réitérant leur volonté d'éviter l'escalade. Nous quittons le Niger pour le Mali. Nouvelle tension entre l'armée malienne et la coordination des mouvements de l'Azawad pour le contrôle du nord du pays. Alors que la coordination entend se retirer de l'accord de paix et de réconciliation signé en 2015, des acteurs soutiennent une résolution à l'amiable. Les explications sur la situation dans ce reportage. Les combats qui opposent l'armée malienne à la coordination des mouvements de l'Azawad pour le contrôle du nord du pays inquiètent à Bamako. La CEMA a décidé de se retirer de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015. Interrogés, plusieurs préconisent une résolution à l'amiable du conflit. Nous sommes tous maliens. Il serait mieux de nous entretenir et de revenir à la table de négociation. C'est mieux que de se battre. Aucune des deux parties n'a rien à gagner. Donc il serait mieux qu'on revienne à la table de négociation. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est normal quoi. Et s'ils déclarent la guerre au Mali, il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts à les affronter. C'est normal. Nous ne pourrons jamais libérer le Nord sans guerre. Et après la guerre, nous négocierons, car nous connaîtrons tous le poids de chacun. Il y aura sûrement des victimes des deux côtés, mais cela fait vraiment partie de la reconquête du territoire. Dans ce cas, la guerre est nécessaire, explique cet autre. En plus de la CEMA, les FAMA doivent se battre contre le GSIM et les groupes affiliés à l'État islamique. Dans cette guerre, Bamako privilégie l'option militaire, explique Pape Diallo, secrétaire général du mouvement Yerewolo. Dans son processus de reconquête, Barkhane a été chassé, la MUSMA a été chassée. Donc, il ne doit qu'exister sur le territoire une seule armée qui est l'armée malienne. Donc, dans ces conditions, tous ceux-là qui vont refuser de laisser les armes et continuer dans une logique de défense de leur projet datant seront face clairement à une armée qui va choisir la voie de la violence. Et c'est un choix. Soit c'est pacifique, soit c'est violent. Ces derniers jours, la coordination des mouvements de l'Azawad a attaqué les positions des forces armées maliennes à Bamba, Gao et le bateau Tombouctou à Rarousse. Dans sa riposte, l'armée dit avoir perdu 10 soldats et neutralisé 46 terroristes. En République démocratique du Congo, le verdict est finalement tombé pour Jean-Marc Kambound, l'ex-chef du parti présidentiel, poursuivi pour outrage au chef de l'État. Il a été condamné ce mercredi à 7 ans de prison à l'issue d'une audience non ouverte au public, une peine prononcée par la Cour de cassation en premier et dernier ressort et qui n'est donc pas susceptible d'appel. Offense au chef de l'État et aux institutions de la République, propagation de faux bruits. Ce sont là les infractions établies contre Jean-Marc Kambound, député et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été arrêté le 9 août 2022 après avoir fustigé l'absence de vision claire, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Des propos qu'il a repris lors de son procès.
Au Soudan, la situation des droits de l'homme va de mal en pire, constat fait par le Haut Commissariat aux droits de l'homme dans le pays et qui s'expliquerait par les conflits entre forces armées soudanaises et les forces paramilitaires ayant débuté depuis le 15 avril dernier. Le compte rendu. Aucun répit n'est en vue au Soudan, a déploré cet après-midi le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Türk, alors qu'il présentait devant le Conseil des droits de l'homme un compte-rendu oral concernant la situation des droits de l'homme dans ce pays. Ce vendredi, le Soudan marquera 5 mois de futilité, 5 mois de souffrance, de mort, de pertes et de destructions inutiles. Depuis le début du conflit, le peuple soudanais est pris dans un cycle sans fin de violence générée par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Aucun répit n'est en vue. L'expert sur la situation des droits de l'homme au Soudan, Radouane Nouisser, a appuyé ce constat, soulignant qu'il n'y a pas de signe d'espoir ni de paix au Soudan. Nous avons entendu des histoires dans lesquelles des membres de famille ont été tués ou violés, des histoires de parents arrêtés sans raison, d'êtres chers disparus, de corps empilés et abandonnés dans les rues, des histoires de famine désespérées et persistantes. Des histoires qui témoignent d'un niveau de peur et d'incertitude pour leur avenir à un degré jamais atteint auparavant, malgré les décennies de troubles dans lesquels le Soudan a été plongé. Volker Türk a signalé que le peuple soudanais est pris en étau dans un cycle de violence généré par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide sans qu'aucune des deux parties ne rende de compte. Le peuple soudanais a enduré d'immenses souffrances et sacrifices dans sa longue quête de paix et de justice. Ce conflit inutile et les décennies de dictature militaire qui l'ont précédé nous ont montré que le régime militaire n'apportera pas la stabilité au Soudan. Il n'améliorera pas la gouvernance, ne fera pas progresser les droits de l'homme et n'améliorera pas l'économie. Ce qu'il fera en revanche, c'est générer davantage de troubles et d'incroyables souffrances. Il est temps que les deux généraux mettent fin à la violence, reprennent les pourparlers politiques et se conforment immédiatement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Malgré ses voyages à l'étranger pour obtenir des soutiens, Burhan reste responsable avec Hamdan Daglo de ce conflit qui a tué 5000 personnes et forcé plus de 4 millions à l'exil. Au Maroc, les initiatives de soutien suite au séisme du week-end dernier se poursuivent. Les équipes de secours déployées sur les sites du drame continuent leurs recherches pour essayer de retrouver des survivants sous les décombres. La situation présentée dans le reportage qui suit. Au Maroc, après le puissant séisme, les secouristes tentaient mercredi de retrouver des survivants sous les décombres. De nombreuses habitations de villages situés dans des zones montagneuses parfois très difficiles d'accès ont vu leurs survivants évacués par hélicoptère. Des équipes du ministère de l'Équipement poursuivaient leurs travaux pour ouvrir des pistes menant à de petits villages. Le tremblement de terre a fait plus de 5500 blessés et 3000 morts. Des convois d'aide privée se sont rendus dans des villages enclavés pour distribuer des vivres aux populations sinistrées. Des camps de tentes ont été installés pour loger des familles entières. L'armée marocaine a pour sa part installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées. Le séisme de magnitude 7 est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Et pendant ce temps, en Libye, plus précisément dans l'est du pays, la situation reste critique depuis le passage dimanche dernier de la tempête Daniel. La quasi-totalité de la ville de Derna a été emportée par des courants d'eau. Le bilan fait état de 3800 personnes décédées avec plus de 10 000 disparus. On voit cela dans le reportage qui suit. Derna, la ville libyenne de 100 000 habitants, la plus touchée par les récentes inondations, a vu son paysage se métamorphoser après le passage de la terrible tempête Daniel dimanche dernier. Dans la ville côtière de la Méditerranée, les dégâts sont manifestement considérables. Sous le poids des pluies torrentielles, deux barrages ont éclaté, générant un mur d'eau dévastateur pour les maisons de la ville, mais aussi ses habitants. Plus de 5200 personnes ont perdu la vie à Derna, selon une déclaration du ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Est, alors que 10 000 autres seraient toujours portés disparus dans le pays.
Les zones voisines de l'est de la Libye n'ont pas été exemptées des ravages de la tempête Daniel, où selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, des villages entiers ont été submergés par les inondations. Mercredi, un responsable du centre d'ambulance et d'urgence de l'est de la Libye a affirmé que le nombre de morts pourrait augmenter à Derna, dans la mesure où les équipes de recherche et de sauvetage continuent de ramasser des corps dans les rues, les bâtiments et la mer. Et ces scènes de désolation au Maroc et dans l'est de la Libye continuent par susciter de vives réactions au sein de la communauté internationale. Des événements qui n'ont pas laissé le pape François indifférent. Ce mercredi, il a appelé la communauté internationale à soutenir ces deux pays. Le pape François a appelé mercredi la communauté internationale à venir en aide à la Libye, touchée par des inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans la ville côtière de Derna, dans l'est du pays. Mes pensées vont au peuple libyen, durement touché par les pluies violentes qui ont provoqué des inondations et des inondations, causant de nombreux morts et blessés, ainsi que d'importants dégâts. Le pape François, qui s'était rendu au Maroc en 2019, a également fait une prière pour le peuple marocain, endeuillé par un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 3000 morts et plus de 5000 blessés. Mes pensées vont au noble peuple marocain qui a subi ces tremblements de terre. Prions pour le Maroc. Prions pour les habitants, pour que le Seigneur leur donne la force de se relever après cette terrible tragédie. Au Maroc, les secouristes déployés intensifient leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés dans la région du Haut-Atlas. Sport à présent pour clore cette édition en toute beauté. Le rideau est tiré depuis hier sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Pas de novices pour cette 34e édition de la fête sportive continentale. Toutes les 24 nations qualifiées en sont des habitués. On voit cela avec Bernard Quinvy. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 se sont achevés ce mardi sur le continent avec les qualifications du Cameroun et de la Namibie qui complètent la liste des 24 élus pour la Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Outre la Côte d'Ivoire, pays organisateur, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso sont qualifiés pour la grande messe continentale. À eux s'ajoutent le Maroc, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Mauritanie et la RD Congo. Aussi, ce sera le moment de retrouvailles pour la Zambie, le Nigeria, le Cap-Vert ou encore la Tanzanie. La logique étant respectée, il n'y aura aucun absent de marque pour cette CAN. Rappelons que ce sont les deux premiers de chaque groupe des éliminatoires qui se sont qualifiés pour cette phase finale. Le tirage au sort sera effectué le 12 octobre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Sénégal a remporté pour la première fois la dernière édition aux dépens de l'Égypte. Qui sera le successeur des Lions de la Teranga? Rendez-vous du 13 janvier au 11 février 2024. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. D'ici là, bonne suite de soirée et portez-vous bien.